Merci en tout cas d'être là. Désolé pour les aléas techniques. Apparemment, c'est la première fois qu'il y a une présentation qui est faite à partir de l'ordinateur, ce qui explique un petit peu ce délai. Et je m'en excuse. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je travaille à la direction de la communication, entrée, il n'y a pas de souci. J'ai en partie et en grande partie l'expertise d'être l'historien de la société. Et c'est à ce titre-là que je vous parle ce midi. Dans le cadre donc des commémorations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur un sujet qui est donc Bloch pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors quand on entend Bloch, c'est pas que Marcel Bloch, Marcel Dassault dont je vais parler, mais c'est aussi la société, les avions et évidemment les personnes qui ont travaillé avec Marcel Bloch durant ce moment. Donc ça va se répartir avec, je vous fais un rapide rappel de ce qui se passait avant la Seconde Guerre mondiale. Je parlais de la bataille de France, de l'occupation évidemment, puisque vous savez qu'on a perdu la bataille de France, de l'occupation et évidemment de ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, donc le retour à l'aviation à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc très rapidement et en essayant de ne pas faire de bêtises, voilà. Donc, je suis désolé parce que la souris est un petit peu chatouilleuse. Donc voilà Marcel Bloch en 1930. Donc Marcel Bloch avait fait de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale, il l'a arrêté et donc il est revenu à l'aviation en 1929. Et en 6 ans, donc entre 1929 et 1935, il est devenu le deuxième constructeur aéronautique français derrière Potez, en faisant donc des avions militaires. En haut, vous avez le bombardier LB-200 et civil. En bas, vous avez l'avion de transport d'Air France MB-220, donc au Bourget. Et un petit rappel du logo de l'époque des avions Marcel Bloch. Voilà. Donc déjà, vous voyez la dualité dont on parle beaucoup actuellement chez Dassault existait déjà du temps de Marcel Bloch. Donc, évolution majeure, donc Marcel Bloch, pardon, parce que j'ai souvent l'habitude de dire Marcel Dassault, Marcel Bloch, euh, donc prospère, il crée des usines un petit peu partout en France, on va les voir après. Et en 1936, le Front populaire arrive au pouvoir et décide de nationaliser l'industrie aéronautique. Donc vous avez Léon Blum, là, le président du Conseil de l'époque, qui décide donc d'exproprier et d'indemniser, par une loi du 17 juillet 1936, toutes les fabrications de matériel de guerre destinées aux besoins de la défense nationale. Je peux ici d'ailleurs signaler qu'à partir de cette époque-là, il est interdit d'exporter de l'armement. On ne peut pas exporter, un fabricant français ne peut pas exporter d'armement à l'étranger, sauf autorisation de l'État, et qu'on est toujours sous ce chapitre-là, puisqu'il faut évidemment l'accord de l'État pour vendre des Rafales à l'étranger. Et donc, on crée des sociétés nationales, donc Société nationale des constructions aéronautiques, hein, de même qu'il y a la SNCF, Société nationale des chemins de fer français. Donc, on crée des sociétés nationales qui sont chargées de produire les avions qui peuvent être créés par des bureaux d'études indépendants, privés. Et donc, Marcel Bloch recrée un bureau d'études qui est donc construit des avions, enfin, qui décide des avions, qui imagine des avions qui sont construits par une société nationale qui s'appelle la Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest, dont il est d'ailleurs l'administrateur délégué. Parce que l'État crée des sociétés nationales, mais n'a pas forcément les gens pour les diriger. Et donc, ils reprennent les gens du privé pour diriger ces sociétés. Et donc, le 16 décembre 1936, ces usines de Courbevoie, Villa-Coublet et Châteauroux-des-Holces sont expropriées et il est indemnisé, hein, il reçoit de l'argent. Et donc, il recrée donc, ce bureau d'études qui s'appelle la Société des avions Marcel Bloch, tout simplement. Et il décide de construire non plus des avions, puisqu'il n'a pas le droit, et même s'il s'appelle la Société des avions Marcel Bloch, elle ne construit que des moteurs et des hélices, et je vais en reparler un peu plus tard. Alors, pour vous situer un peu le Bloch et SN Caso avant la guerre, donc il a commencé chez lui en 1929, rue de Rollin, puis il a acheté un petit garage désaffecté à Boulogne, et comme ses affaires marchaient bien, en 1932, donc il a ouvert une usine à Courbevoie, qui malheureusement n'existe plus actuellement, où il a commencé donc à faire des prototypes et à produire un petit peu d'avions. Et donc à Villa-Coublet, il y avait les essais en vol. C'était pas à Villaroche à l'époque, c'était à Villa-Coublet. Comme il a commencé à avoir des commandes de l'État et que Courbevoie n'était pas une très grande usine, il a travaillé avec Henri Potez, qui était un ami qu'il avait rencontré pendant la Première Guerre mondiale. Et la plupart des avions militaires Bloch, d'ailleurs, ont été construits par Potez avant la Seconde Guerre mondiale. En 1935, il rachète donc une société
la Société aéronautique bordelaise, avec Henri Potez toujours. Et il crée donc sur les bords de la Garonne, donc, ou de la Gironde, à cet endroit-là, plus exactement, la Société aéronautique du Sud-Ouest, la SASO, qui construit donc des avions. Bon, en 1937, donc, il y a l'avenue Kléber, avec donc ça, c'est le siège social. Et en 1936, surtout, il y a la construction d'une usine à Châteauroux-des-Holces, usine d'ailleurs qui existe toujours. Si vous prenez l'autoroute pour descendre dans le sud, et que vous passez à Châteauroux, il y a l'aéroport Châteauroux-Marcel Dassault qui existe et sur lequel vous voyez encore des bâtiments en briques, et même une partie est en briques et une partie est blanche, qui sont encore des bâtiments qui sont classés de cette usine. Et en 1938, donc, comme il n'a plus le droit de faire des avions, il crée donc ici à Saint-Cloud non seulement une usine, mais une société, je vais y revenir, qui construit des moteurs et des hélices. En octobre 1939, donc, il rachète également à Talence des bâtiments et il crée une société qui s'appelle Bordeaux Aéronautique. Et en 1939, il y a une petite installation qui se fait à Rochefort. Voilà, alors pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent ces usines, donc l'usine de Courbevoie, donc vous voyez la façade très art nouveau, hein. Marcel Dassault était féru d'esthétique, donc il voulait des belles usines pour que ses ouvriers travaillent dans de bonnes conditions, et donc vous avez le prototype du MB 160 qui deviendra le Languedoc après la guerre, le SE 161 Languedoc après la guerre, à Courbevoie. L'usine de Châteauroux, là ici en construction, et puis quasiment terminée, donc vous voyez toujours ces bâtiments très esthétiques. Très art nouveau, art déco, plus exactement. L'architecte, c'est Georges Hennequin, c'est un de ses amis aussi également. Et dans ces usines, vous voyez le plan de l'usine globale, là en haut. Donc, vous voyez, c'est une usine où on faisait tout, hein. La matière première arrivait d'un côté, et les avions quasiment sortaient de l'autre côté. Et voilà ce que l'on construisait. Donc là, des MB 131 qui sont des bombardiers, et des MB 152, qui est donc le premier chasseur fait par Marcel Dassault. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'une équipe de jeunes bipèdes et d'ingénieurs essaye de refaire un exemplaire actuellement. Voilà. Donc, le MB 152 était construit là-bas, mais également, il y avait une extension à Mérignac. Et à côté d'un tour de contrôle de l'aéroport, on construisait également des MB 152. Alors, je ne vais pas montrer Mérignac sur l'appli carte, parce que Mérignac, en fait, est une société SN Caso, une usine plus exactement SN Caso. Qui construit donc ces avions MB 152. Pour revenir à Saint-Cloud, voilà le plan de l'usine de Saint-Cloud à la base. Donc, vous voyez, c'est juste un rectangle, tout simplement. En bas, vous avez la Seine, vous avez ce qu'on s'appelle le quai Carnot, qui est le quai Marcel Dassault, la rue du Val d'Or, et donc vous avez une usine qui ressemble à ça, sur laquelle il y a une grande porte monumentale, qui est en fait la récupération de cette porte qui s'appelait Symphonie, qui était sur le pavillon des métaux et de la métallurgie de l'exposition universelle de 1937. Vous voyez, elle était verticale. Et Marcel Dassault l'a achetée donc, pour la mettre horizontalement sur la façade de son usine. C'était l'œuvre d'un ferronnier qui était célèbre à l'époque, qui s'appelle M. Raymond Sub. Voilà, elle fait quand même 10,50 m de haut ou de long et 7 mètres de large. Vous voyez, c'est quand même une très grande porte. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Saint-Cloud? Eh ben, on fait des moteurs. Donc voilà, donc le type de moteur, je ne vais pas m'étendre dessus, d'autant plus qu'on a quasiment, moi je n'ai aucune photo de ces moteurs. La seule photo que j'ai, c'est ce que vous avez en bas. En fait, c'est une pub où on voit un moteur, mais si l'une ou l'un d'entre vous trouve un jour une photo de moteur bloc, je suis preneur parce qu'il n'y en a pas. Et également, donc, on fait des hélices. Donc une hélice qui s'appelle le type 400. Ça, c'est une photo juste après-guerre où on voit effectivement la production d'hélices ici, donc à Saint-Cloud. Donc voilà un peu la situation de la société Bloch SN Caso avant la guerre. Aussi une précision, vous avez vu que c'était très, très centralisé dans la région parisienne, mais puis tout d'un coup on part vers la région bordelaise. 1935, depuis 1933, il y a le gentleman Hitler de l'autre côté du Rhin, et on a bien compris que ça allait mal se passer. Donc le gouvernement français a demandé aux industriels de se délocaliser en allant dans la région bordelaise et dans la région de Toulouse, ce qui vous explique qu'actuellement encore, on a évidemment ces deux pôles qui existent, Toulouse plutôt l'aéronautique civile, et donc Bordeaux plutôt l'aéronautique militaire. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la bataille de France? Donc Marcel Bloch et ses usines ont fait construire des avions, d'abord Bloch puis SN Caso. Des bombardiers. Donc en haut, vous avez le MB200 et en bas le MB210.
Donc, vous voyez, c'est quand même des avions assez spéciaux. Ce sont des avions qui ont une structure rectangulaire, on va dire, avec des tourelles un peu partout, puisqu'à l'époque, on voulait faire des avions qu'on appelait un peu qui était un concept qui s'appelle le BCR, bombardement, chasse, reconnaissance. Un avion à tout faire, en fait, et qui, en fait, n'arrivait à rien faire de bien des trois choses, parce qu'on n'avait pas les technologies. Le premier avion totalement BCR, il s'appelle le Rafale, qui est capable de tout faire. Donc en haut, le MB-200, bon, c'est un avion qui, quand il a été créé, était relativement rapide. Il faisait quand même du 280 km/h, mais quand il arrive à la bataille de France, il est complètement, comment dire, il est sous-évalué par rapport aux avions allemands en face. De même, le MB-210, donc, qui lui avait succédé et qui lui allait à 300 km/h. Et très rapidement, ces deux avions, ne faisant pas le travail pour lequel on les a destinés, sont relégués en seconde ligne. C'est la même chose pour le bombardier MB-131, qui voyait à des lignes beaucoup plus modernes. Lui, vous voyez, c'est une ligne arrondie, assez esthétique, c'est plutôt un bel avion. Mais malheureusement aussi, lui, il ne fait pas les performances qu'on aurait pu attendre et il ne fait pas surtout les performances égales avec les avions allemands. Donc, il est également relégué aux missions d'entraînement et de remorquage de cibles de tir dans les écoles assez rapidement. Alors, malgré ce tableau assez sombre, il y a quand même deux avions qui performent pas mal. Donc, la série des chasseurs MB 151, 152, 155, donc, qu'on a vu tout à l'heure à Châteauroux-des-Holst. Alors, il faut savoir quand même que pendant la bataille de France, les avions français ont abattu environ, on estime, c'est une estimation, environ 1000 avions allemands, pour, je crois, à peu près 650 avions français descendus. Donc on s'est battu, on s'est bien battu, sauf que ben, malheureusement, au sol, ça ne s'est pas bien passé. Et puis surtout, il y avait les Stuka qui étaient en appui des blindés, que les gens sur les routes voyaient beaucoup parce qu'ils étaient bombardés, et ils ne voyaient pas les avions français qui étaient plus haut dans le ciel et qui essayaient de se battre comme ils pouvaient. Donc aussi, donc le Bloc 152 était un bon avion, surtout il encaissait bien les coups. Il était un peu moins rapide que les avions allemands et il avait surtout une tendance à piquer du nez parce que le moteur était assez lourd, donc c'est un avion qui volait un peu comme ça. Mais voilà, il a quand même fait le job, on va dire, puisqu'il a quand même bien combattu pendant la bataille de France. Et donc là, c'est la version 155 qui était la version la plus optimisée et qui était assez comparable, elle, par contre, au chasseur allemand, mais malheureusement, qui est rentré en production extrêmement tard et donc il y en avait extrêmement peu dans les escadrilles au moment de la campagne de France de mai-juin 1940. Un autre avion beaucoup plus réussi, donc le MB-174, qui avait été un avion de reconnaissance, mais qui avait aussi une version 175 pour le bombardement. Les premiers arrivent en unité en avril 1940, donc extrêmement tard, hein, avril 1940 pour la bataille de mai-juin. En tout cas, il équipe le groupe de reconnaissance 233. Voilà, il y a un témoignage de l'aumônier. Il y avait un aumônier dans cette escadrille qui a écrit un livre en 1942. Et voilà ce qu'il écrit. Dès l'arrivée, tout le monde entoure les monstres nouveaux dont un pilote d'esprit a trouvé le vrai nom, le miracle des loups. Je vais vous l'expliquer. De fait, s'il a l'air à côté du fin et élégant Pothès 63 d'un gros oiseau lourd et pâteau, le bloc 174 vole admirablement et va très vite. Alors pourquoi le miracle des loups? C'est un film qui était sorti à l'époque où en fait c'était des jeunes enfants qui étaient sauvés par des loups dans la forêt. Et donc il comparait un peu ces avions qui étaient vraiment très bons à ce miracle. Euh, donc c'est des avions qui ont servi. Donc, et notamment il y avait un pilote très connu dans l'escadrille 233 qui est ce monsieur Antoine de Saint-Exupéry qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Pilote de guerre, où il fait part d'une mission sur Arras, au-dessus d'Arras, donc en 40. Et la particularité de cet ouvrage, c'est qu'il ne cite jamais le modèle d'avion sur lequel il vole. Donc on ne sait pas sur quel type d'avion il vole. Ce n'est pas son sujet d'ailleurs, parce qu'il raconte l'histoire des hommes. C'est quand même très intéressant. Et la seule preuve qu'on ait, enfin, on sait qu'il a piloté un MB-174, mais surtout, il a écrit cette lettre à un de ses amis, sur lequel on voit sur un petit bonhomme sur un nuage marqué, alors on ne voit peut-être pas très bien, c'est marqué bloc 174, et en haut à droite, vous avez un petit diable qui arrive, qui est marqué ME 109, donc message code 109, et vous voyez que sur cette lettre, il y a un nuage, il y a un petit bonhomme, en bas, il y a un petit mouton, il y a une petite rose. Les prémices donc, de cette lettre qui date, je crois, de 40, je ne sais pas si elle date 40, enfin 40, je crois. On a les prémices du Petit Prince. Il y avait également un chasseur qui avait été imaginé et construit à un exemplaire, le MB700. Alors, la particularité, c'est que c'est un chasseur qui est en bois.
un peu comme le Mosquito, pour ceux qui connaissent, parce que on s'était aperçu qu'on allait peut-être manquer de métal pour faire des avions, donc l'État avait lancé une fiche technique pour des avions construits en bois. Et donc, c'est l'ingénieur Herbemont, André Herbemont, qui avait travaillé sur SPAD notamment, qui a été chargé d'étudier l'avion, qui a été d'ailleurs construit dans les usines de Blériot de Suresnes, donc, qui était juste à côté ici, hein, voilà, qui sont devenus aérospatiales après et Airbus. Quand les Allemands arrivent à Buc, où est l'avion, ils l'ont trouvé, comme il est en bois, ils l'ont brûlé. Également des avions, donc en haut vous avez le MB-81 qui est un avion d'évacuation sanitaire, qui était d'ailleurs le premier avion qui avait été commencé à Marcel Bloch en 1932. Donc voilà, pour transporter des blessés couchés, qui a servi aussi pendant la campagne de France. Et donc le MB-220 d'Air France, vous voyez, avec des couleurs, donc il a été repeint sur des couleurs un peu sombres, sans doute un vert foncé, pour servir au transport donc, de troupes ou de personnalités durant la guerre. Donc l'armistice est signé le 22 juin avec l'Allemagne et le 24 juin 1940 avec l'Italie. Donc la bataille de France est terminée. On a perdu, la France est défaite. Et le Reich victorieux n'épargne pas l'aéronautique française. On ne leur avait pas fait de cadeau en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, donc ils ne nous font pas de cadeau. Et les conditions d'armistice sont celles-ci. Tout avion décollant sans autorisation préalable allemande sera considéré par l'aviation militaire allemande comme avion ennemi et traité comme tel, c'est-à-dire abattu. Voilà. Donc, tous les avions restent au sol. Les matériels, les stocks, les établissements industriels doivent être livrés intacts à l'Allemagne. C'est donc la quasi-disparition de l'armée de l'air, évidemment, et de ce fait, l'armée de l'air est désarmée, évidemment, et bien sûr l'arrêt des fabrications. Donc, je vais passer maintenant à la partie sur la France occupée, avec une carte. Donc voilà, c'est une carte simplifiée de la zone occupée, de la zone libre. Surtout la zone occupée est découpée en plusieurs secteurs, mais pour faire simple, j'ai pris une carte où il y avait une seule couleur. Donc vous voyez que la plupart des usines quand même qui existaient, il y avait, j'ai pas mis Mérignac qui était SN Caso, sont évidemment en zone occupée. La seule usine qui existait un petit peu en zone libre, c'était Châteauroux. Et donc, le bureau d'études qui était donc SN Caso et Bloch qui était à Bordeaux, en juillet 40, se déplace vers Châteauroux. Les Allemands acceptent qu'ils se déplacent vers Châteauroux. Marcel Bloch, qui lui avait hésité à partir aux États-Unis, il avait été replié à Bordeaux, il avait hésité à partir aux États-Unis, et il décide de rester en France. Les Allemands lui demandent de travailler pour eux, il refuse, et il va se réfugier à Cannes. C'est pour ça que vous avez Cannes en bas là-bas. Voilà. Le 3 octobre 40, le gouvernement de Vichy publie une loi sur le statut des Juifs. Et 2 jours plus tard, le 5 octobre, Marcel Bloch est convoqué au palais de justice de Cannes et il ne ressort pas puisqu'il est mis directement en prison. Donc il y a quand même des collaborateurs qui, en son absence, essayent de conserver un petit peu donc, les activités et les intérêts de la Société anonyme des avions Marcel Bloch, hein, donc le bureau d'études qu'il avait recréé. Voilà, avec notamment donc le potentiel, excusez-moi, parce que l'histoire est un peu compliquée, donc je ne l'ai pas forcément totalement en tête, et c'est pour ça que je lis un peu des notes, je m'en excuse. Donc l'usine de Saint-Cloud est donc réquisitionnée par les Allemands pour leur profit exclusif et sur le contrôle de la société Junkers. Il y a néanmoins une assemblée générale extraordinaire de la Société des avions anonymes, Société anonyme des avions Marcel Bloch qui se réunit le 31 décembre 1940 pour désigner un nouveau responsable, puisque Marcel Bloch est en prison. Et donc, le président est nommé, s'appelle Auguste Le Révérend, qui est un ancien pilote très connu de la Première Guerre mondiale, et Georges Hennequin, donc, qui était son ami architecte, qui devient l'administrateur. Et le siège social est déplacé à Thiers. C'est pour ça que vous avez Thiers qui apparaît sur la carte. Le siège social. Et d'ailleurs, à l'époque, juste avant la Seconde Guerre mondiale, Marcel Bloch avait imaginé construire une usine à côté de Thiers, voilà, qui n'a jamais été construite. Donc pour ce qui est de Saint-Cloud, et de la zone occupée, donc c'est Henri Carole, qui était le directeur de l'usine de Saint-Cloud, qui assure les fonctions de directeur général de la société en zone occupée. Voilà. Le 21 janvier 1941, alors que Marcel Bloch est en prison, il est assigné à résidence. Le conseil d'administration, quand même, approuve les décisions prises en son absence.
Et donc, il faut savoir que même s'il est enfermé, j'en reparlerai après, je vais vous montrer un petit peu quel a été le parcours de Marcel Bloch pendant la guerre. Il a fait plusieurs endroits avec des statuts de semi-liberté, liberté, prison. Et quand il était en statut de semi-liberté, il pouvait recevoir des visites assez facilement. Et c'est pour ça qu'il pouvait avoir des liens avec des gens qui administraient comme ils pouvaient ce qui restait de ces sociétés. En avril 41, tous les bureaux d'études françaises sont regroupés à Cannes, Cannes-la-Boca, et ils vont rester jusqu'en février 1944. Voilà, donc fin 41, les autorités d'occupation nomment M. Georges Rama, administrateur provisoire des entreprises Bloch en zone occupée. Et le 15 novembre, le commissariat aux questions juives de Vichy nomme Jean de Brault pour celles qui sont en zone libre. Donc, il y a quand même des administrateurs, parce que donc Marcel Bloch était de confession juive, et donc il y a une arianisation, comme on dit, des sociétés, et donc il faut que les administrateurs ne soient pas des juifs. Donc voilà, c'est pour ça que ces gens-là sont nommés. En février 42 commence le procès de Riom, à côté de Vichy, dans le cas des cités Marcel Bloch, pour lequel d'ailleurs on lui reproche de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour construire les avions pour nous défendre pendant la bataille de France. Voilà. Alors, la société aéronautique, la société, pardon, la société anonyme des avions Marcel Bloch, la SAAMB, et la SACAM, donc à Saint-Cloud. Alors, qu'est-ce qui se passe en juin 40? Alors, je reviens un petit peu en arrière, hein, je suis désolé, je vais faire un peu des sauts à droite et à gauche. Plutôt en avant, en arrière, sans faire de salto si possible. Le 14 juin, donc, Paris est déclarée ville ouverte, 1940, et passe sous tutelle allemande, mais auparavant, les matériels et personnels donc, qui étaient à Saint-Cloud ont été évacués par camion et par péniche, donc sur la Seine, pour aller vers Thiers et Bordeaux. Marcel Bloch, donc après les lois d'arianisation, voulant quand même garder sa société, demande à Henri Carole, qui était donc le directeur de Saint-Cloud, également l'administrateur, donc comme je l'ai dit, en zone occupée, de fonder la Société anonyme des constructions aéronautiques mécaniques, donc la SACAM, avec ce beau logo, pour donc exploiter à bail l'usine de Saint-Cloud. Voilà. Donc ça, je vous l'ai dit, je ne vais pas le redire. Ce qui se passe, donc vous voyez là les différents administrateurs, je vais vous les montrer comme ça. En 42, la société Junkers, donc, qui gère l'usine, donc, impose à l'usine de Saint-Cloud un programme de fabrication d'hélices complète. La SACAM, donc la société, refuse et se borne à l'exécution du programme réduit qu'elle assurait avec le moins d'empressement possible. Donc même si on est sous tutelle allemande, on essaye de ne pas produire et faire en sorte de ne pas produire ce qui est demandé ou de produire au minimum. Donc, de début 43, donc je l'ai dit, Vichy promulgue un décret qui écarte Marcel Bloch de la société. En mai 43, l'administrateur provisoire, donc, qui est Monsieur Rama, si j'ai bien compris, est informé donc par le commissariat aux questions juives de Vichy que le groupe Amio, donc un groupe aéronautique connu français, est agréé comme acquéreur des biens de la société anonyme des avions Marcel Bloch, pour le compte d'une société à fonder qui s'appelle les Constructions aéronautiques et mécaniques de Saint-Cloud. Voilà, et dont Monsieur De Petris est le directeur général. Et donc cette administration, on va dire, du groupe Amio durera jusqu'au début de 1944. Alors les autres usines, donc Bordeaux Aéronautique, donc, qui se trouvait à Talence, donc, qui avait été créé en octobre 1939 pour fabriquer des sous-ensembles, notamment de MB175. On voit la photo en haut à gauche. Et vous voyez en bas, le travail, ce sont essentiellement des ouvrières qui travaillent. Là, c'est une photo, je pense, pendant la guerre. Comme les hommes ont été au front ou, comment dire, sont prisonniers, moi, c'est les femmes qui travaillent. C'est un peu comme pendant la guerre 14-18, on avait demandé aux femmes de se mettre au travail pour produire des avions. L'usine est réquisitionnée pour fabriquer des Focke-Wulf 200 pour l'armée allemande. Alors, il faut savoir que c'est Focke-Wulf, en fait, qui a repris un peu toute l'activité dans la région bordelaise. Donc, Marcel Dassault, qui veut aussi soustraire ses activités à la convoitise des Allemands,
demande au directeur général de Bordeaux Aéronautique, André Curval, pardon, qui était un ancien Pinol d'essai, qui sera d'ailleurs le premier directeur de l'usine de Mérignac après la guerre, d'acquérir donc des actions, mais ça ne plaît pas aux administrateurs provisoires, donc il ne se passe pas grand-chose de plus que ça. Alors, vous voyez que les Allemands ont été... donc, en haut, vous avez un MB 174 aux couleurs de Vichy et à droite, un MB 175 aux couleurs allemandes. Les Allemands, quand ils arrivent à Mérignac, donc en juin-juillet 40, voient le 175. Le directeur de l'époque, d'ailleurs, c'est M. Manson-Grebelski. On va en reparler après. Et l'ingénieur en chef, c'est M. Henri Desplantes, dont on va aussi reparler après. Donc en juillet 40, le 17 juillet, il y a une commission allemande qui vient, qui est dirigée par Kurt Tank, qui est le directeur de Focke-Wulf, et qui se présente à Mérignac, et donc qui fait tester les avions. Et voilà ce que dit Henri Desplantes dans son livre. Il a écrit un livre qui s'appelle « À la conquête de l'air », que je vous encourage à lire, qui est assez facile à lire. Il dit « C'est la première fois qu'on s'est fait féliciter. Les Allemands ont su apprécier l'effort considérable que notre personnel a fourni. » Donc les Allemands étaient très contents de faire ma base sur ce type d'appareil. Et il souhaite d'ailleurs commander 200 exemplaires du MB 175 et Vichy, de son côté, en commande 50. Mais en fait, ces avions ne seront jamais mis en vol parce qu'ils n'ont pas de moteur disponible. D'ailleurs, c'est de la faute des Allemands parce qu'ils ont pris les moteurs pour mettre sur d'autres types d'avions. Donc, ces avions ne seront jamais mis en vol. Cette commande ne sera jamais honorée. Donc, les 200 avions ont été commandés, mais jamais. Alors, ils ont été fabriqués physiquement, mais non équipés de moteur, donc ils n'ont jamais volé. Également, Focke-Wulf voulait faire construire un avion d'observation qui s'appelait le Focke-Wulf 189 UU. Voilà. Et en début 42, une partie des activités qui se trouvent à Mérignac sont déménagées vers Châteauroux. Alors ça peut paraître assez bizarre, mais en fait, il y avait un administrateur donc pour Focke-Wulf qui s'appelait M. Ludwig Vogel, qui est un être un petit peu trouble, on ne sait pas trop quel jeu il jouait, sans doute un double jeu, et qui a permis qu'une partie des activités donc partent vers Châteauroux, bien qu'il soit allemand. Et travaillant pour Focke-Wulf, il a accepté qu'une partie passe donc en zone libre, qui n'était encore, début 42, qui était encore la zone libre. Les Allemands souhaitent également donc, que les avions ne s'appellent pas Block, puisque ça rappelle un nom juif, pardon, et donc ils préfèrent que l'avion s'appelle SO pour Sud-Ouest, donc SO 175, voilà, plutôt que MB 175. Donc les Allemands ont également apprécié donc, les chasseurs. Donc à gauche, vous avez donc, sous les couleurs de Vichy, à droite, un appareil aux couleurs allemandes. Ils ont également mis la main sur un prototype qui allait voler, qui est le MB 157. Quand même un avion capable d'aller à 710 km/h, hein, vous voyez, par rapport aux 500 km/h des avions précédents. Et ces performances, d'ailleurs, vont pas mal impressionner les occupants, mais pareil, il ne sera pas construit en série. Les avions de bombardement dont j'avais parlé, donc les MB200 et 210, dont les performances, vous avez bien compris, n'étaient pas à la hauteur, ont néanmoins été pour la plupart récupérés. Et en haut à gauche, vous voyez ces marquages un peu particuliers parce qu'en fait, les Allemands en ont donné un certain nombre à la Bulgarie qui combattait à leur côté. Et donc, peut-être qu'un jour, on retrouvera un bloc dans une grange en Bulgarie, je ne sais pas. On peut toujours croiser les doigts, parce qu'il faut savoir que donc, les avions blocs, il y en a eu plus de 1200 de construits entre 1932 et 1940 et qu'il en reste 0. Donc, on ne peut pas en voir sur pied. C'est d'ailleurs pour ça que le projet NB152 essaye d'en reconstruire un. Pour ce qui est des avions civils, le MB161 qu'on voit en bas et le MB220 que l'on voit en haut. Le MB161 intéresse beaucoup les Allemands. En septembre 1942, il y a des représentants d'Air France et de la Lufthansa qui établissent des normes techniques pour les appareils à construire à partir donc du Languedoc pour faire un avion qui s'appellera le SO, donc Sud-Ouest 161, mais qui devrait être construit par la SNKSE, donc Sud-Est. C'est pour ça que l'avion s'appellera après SE 161 Languedoc. Voilà. La Lufthansa souhaite recevoir 10 appareils fin 1944, mais les fabrications traînent.
Alors ça, c'est une citation. Les ingénieurs et les ouvriers de Sud Aviation s'arrangèrent pour faire traîner les choses, si bien que ces appareils n'étaient pas encore prêts à être livrés au moment de la Messie de 45. Vous voyez, il y avait quand même une espèce de résistance semi-passive où on faisait en sorte qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas pour ne pas avoir à livrer trop d'avions aux Allemands. Et donc, il y a 11 MB-220 qui sont récupérés par le Lufthansa et qui servent donc à partir du début 43 sur des lignes entre Berlin et Vienne. Il y a un centre de réparation et de maintenance qui est Air France à Toulouse, donc ils sont quand même vous voyez, réparés en France, enfin, dans la partie libre, en tout cas sous le régime de Vichy, excusez-moi, et aucun avion n'est revenu en France après la guerre. Néanmoins, le bureau d'études qui était à Cannes continue à imaginer des petits avions. Et donc là, vous avez un avion qui s'appelle le MB800, qui a été construit donc à Châteauroux, qui a effectué un premier vol à Cannes en décembre 41. Il y a un chat dans la gorge. Donc il était baptisé Biarritz. Et donc il a été ferraillé malheureusement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors maintenant, je vais passer aux hommes qui quand même faisaient partie de cette société Bloch. Donc voilà, donc Marcel Bloch, donc son portrait en 1930 est à côté de Daniel Rastel, donc qui était un de ses pilotes d'essai. Vous voyez déjà Marcel Dassault avec son chapeau, son par-dessus, voilà, bien emmitouflé. Je rappelle que Marcel Bloch, excusez-moi, Marcel Dassault, faisait de l'hypothermie. Il avait un corps à 36,5 au lieu de 37,5 et donc il avait froid en permanence. C'est pour ça qu'on le voit toujours très bien habillé, même en été. Donc le voilà. Alors je ne sais pas si on peut lancer le film comme ça. Je ne sais pas comment faire. Non, alors, non, c'est pas ça. Peut-être là. Voilà, donc un petit film familial où on voit donc Marcel Bock, vous voyez là-haut, avec là vous avez Claude, Madeleine et Serge Dassault pendant la guerre. Voilà, donc un peu de la famille, la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Marcel Bloch? Alors, de septembre à décembre 1940, donc, il est emprisonné avec d'autres personnalités comme Paul Reynaud, qui était président du Conseil, ou Vincent Auriol, qui sera président de la République, de la 4e République, et qui était député socialiste. Et il est emprisonné, hop, excusez-moi. Alors, d'abord à Cannes, je vous l'ai dit, bon, il a été arrêté à Cannes, et après ça, donc, il va à Pellevoisin. Donc, vous voyez, c'était quand même des conditions relativement correctes, on va dire, hein. Il y avait des chambres individuelles, mais néanmoins, donc il est arrêté, il ne peut pas sortir à faire ce qu'il veut. Il peut recevoir des personnes, comme je l'ai dit, mais il ne peut pas se déplacer. Fin 1940, il est déplacé à Pellevoisin, donc en fait, à Pellevoisin, il se passe un truc un peu particulier, c'est que là, on est fin 40, le gouvernement de Vichy essaie quand même de faire partir ses personnalités en Afrique du Nord. Et ils les font descendre de Pellevoisin pour aller voyer vers le sud. Et malheureusement, il y a contre-ordre. On dit non, non, ils vont pas partir donc en Afrique du Nord. Et donc, ils s'arrêtent au niveau de Aubenas et de Vals-les-Bains, donc en Ardèche. Voilà, donc à Vals-les-Bains, vous voyez, c'est un grand hôtel, donc des conditions quand même relativement correctes. Ensuite, de janvier à avril 1941, Marcel Bloch est assigné à résidence à Thiers, puisqu'il avait un pied-à-terre à Thiers. Et en avril 41, il est arrêté et emprisonné à la prison de Riom. De Riom, je ne sais pas comment on dit, il y a des gens de la région, on dit Riom, je ne sais pas comment on dit. Riom. Qui, donc, en vue de son procès, puisque je dis, donc, il y a eu un grand procès où ont été traduits devant un tribunal toutes les personnes qu'on accusait de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour défendre la France. Marcel Bloch en faisait partie. Et donc voilà, donc il est incarcéré dans cette prison. Vous allez voir une prison pas très sympa, moins sympa que les autres. Finalement, après ce procès, il est envoyé et retourne à Vals-les-Bains, donc dans l'hôtel qu'on a vu tout à l'heure. Et là, il y reste d'octobre 41 à novembre 42. Alors, novembre 1942, excusez-moi, il n'y a pas une bouteille d'eau, quelque chose que je pourrais avoir.
En novembre 1942, vous savez, c'est les débarquements américains en Afrique du Nord et les Allemands occupent la zone libre française, puisque ils ne veulent pas que, évidemment, ils sentent que les Alliés se rapprochent et donc ils envahissent la totalité de la France. Et à Vals-les-Bains, malheureusement, la santé de Marcel Bloch s'est dégradée. Et donc, vous voyez, la France est totalement occupée. Seul un village gaulois résiste, non, mais il est envoyé à Évaux-les-Bains, où il reste de novembre 42 à mars 43. Alors pareil, vous voyez, Évaux-les-Bains, c'est plutôt un endroit encore relativement sympathique. Il y a des chambres individuelles. Bon, même s'il est en liberté surveillée, il peut recevoir des gens, etc. Ça se gâte en mars 43 parce que là, il est transféré à Écully, donc qui est à côté de Lyon, sous surveillance policière, et sa femme et ses deux fils, donc Serge et Claude, qui étaient restés à Cannes, le rejoignent en janvier 44. Fin mars 44, la famille est transférée à la prison de Montluc. Alors ça, c'était Écully. Alors, vous voyez, Montluc, pas sympa du tout. D'ailleurs, c'est là qu'officie un certain Klaus Barbie, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, ils sont enfermés là-dedans avant d'être transférés, sa famille en mai et lui en juillet, à Buchenwald. Pardon, à Drancy, excusez-moi. Au camp de Drancy, donc Madeleine, Serge et Claude, ils sont le 20 mai et Marcel y arrive le 25 juillet. Et finalement, les Américains et les Français arrivant pour libérer Paris en août 1944, Marcel Bloch est déporté dans le dernier convoi de Juifs qui part de Drancy le 17 août 1944 pour destination Buchenwald. Bon, Buchenwald, je ne vais pas m'étendre, hein, il reste donc de août 1944 à avril 1945. Les Allemands, qui lui avaient d'ailleurs demandé de travailler pour eux quand il était encore en France, il avait dit non. À Buchenwald, lui demande de travailler pour eux, il dit non. Il menace de le fusiller, etc. Il est protégé par les communistes. Il y avait une gestion clandestine du camp par les communistes, donc il est protégé par les communistes. Parce que Marcel Bloch, était un patron social et il avait fait beaucoup de choses pour ses ouvriers avant la guerre. Donc les communistes l'ont protégé. Je ne vais pas insister plus que ça. Vous pourrez me poser des questions après si vous voulez. Je vois que le temps tourne et je voudrais avancer. Alors, au niveau des personnes, un certain Henri Desplantes, vous savez qu'on a un bureau d'études qui s'appelle l'espace Henri Desplantes. Alors, pourquoi Henri Desplantes? Donc, vous l'avez là-bas. Henri Desplantes est rentré chez Bloch en 1930 et il a fini sa carrière chez Dassault en 1973. 43 ans. Voilà. Là, vous l'avez en tant que pilote pendant ses classes, on va dire, ou quand il était militaire. Et donc, comme je vous l'ai dit, en 1940, il refuse donc de collaborer avec les Allemands et donc il se replie à Châteauroux avec le bureau d'études parce que c'est près de la ligne de débarcation et il peut aller à Cannes, donc voir Marcel Bloch s'il le souhaite. Mais quand même, il sent bien que les choses ne se passent pas bien et il a envie de rejoindre la France libre. Et donc, en novembre 1942, alors qu'il était parti à Cannes, au bureau d'études, il décide de sortir de France en passant par l'Espagne, par les Pyrénées. Et après bien des péripéties, il est notamment enfermé au camp de Miranda de Ebro, donc en Espagne. Il réussit à rejoindre l'Angleterre, notamment via Gibraltar. Et donc, il s'engage dans les SAS. Alors, qu'est-ce que sont les SAS? Les SAS, c'est le Special Air Service. Sont les... Excusez-moi une seconde, je vais me mettre en dessous. Tu peux le poser là après. Et de m'excuser. Et donc, il est engagé dans les SAS avec le grade de lieutenant. Donc, il subit un entraînement assez sévère, évidemment, en Écosse. Et il a la particularité d'être parachuté en France dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, donc juste avant le débarquement. Et où est-ce qu'il est parachuté? Donc voilà, Henri Desplantes. Il est parachuté donc en Bretagne. Donc vous voyez, Dingson, enfin, voilà, avec P2 et P6. Voilà, c'est dans ce coin-là qu'il est parachuté. Il fait partie de ce qu'on appelle un STIC, hein, c'est-à-dire un groupe d'hommes qui appartient, entre guillemets, qui est dirigé par le général Bourgoin, qu'on a vu précédemment,
le général, excusez-moi, c'est un capitaine, le capitaine Bourgoin. Le colonel, pardon, c'est un colonel Bourgoin. Voilà, donc qui a la particularité d'être manchot. Si vous regardez, vous voyez, il lui manque un bras, il manque le bras droit. Et donc il saute sur Dingson et il est chargé évidemment de regrouper la résistance locale pour empêcher les troupes allemandes de rejoindre le front de Normandie. Donc il fait sauter les voies ferrées, etc. Du fait que et donc vous voyez il y a une deuxième zone qui s'appelle Sam West qui est plus dans les Côtes d'Armor. Lui il a sauté plutôt dans le Morbihan. Et vous voyez, ces deux zones, en fait, les Allemands ont bien compris ce qui allait se passer, donc essayent de les disloquer, ils y arrivent, et donc finalement, Henri Desplantes regroupe tout le monde dans cette grand cercle rouge qui s'appelle Grog, c'est son nom de code, et c'est lui qui va diriger la résistance donc, dans toute cette partie de la Bretagne jusqu'à la fin de la guerre. Il va d'ailleurs, après ça, aller plutôt vers le centre de la France, toujours avec la SAS, avec quelques coups de main. Il va réussir notamment à prendre quasiment sans coup de feu toute une compagnie de soldats allemands en se faisant passer pour un Anglais, parce que les Allemands ne voulaient pas se rendre aux Français, ils voulaient se rendre aux Anglais. Donc voilà, voilà, un personnage extrêmement intéressant et d'une grande valeur. Un autre donc qui est Monsieur Beno-Claude Vallière, donc son nom d'origine c'est Benson Grabelski parce qu'il est né en Roumanie, donc qui est dans la ville de Soroka, qui est actuellement en Moldavie. Donc il est supérieur au 32 et donc il est rentré chez Bloch pardon, en 34. Et comme Henri Desplantes, il n'a pas voulu rester en France et donc il s'est exfiltré et a rejoint également les SAS, le 3e bataillon parachutiste SAS en Grande-Bretagne. Alors lui, il n'a pas sauté dans la nuit du 5 au 6 juin, mais un peu plus tard, dans la nuit du 2 au 3 août, et plutôt dans la Vienne, donc plutôt vers le centre de la France, pour une mission qui s'appelle Moses, qui prévoit le harcèlement de l'ennemi, l'attaque des communications, notamment sur la ligne ferroviaire Montauban-Brive-Limoges. Donc voilà, donc on le voit là avec son équipe. Là, on le voit décoré à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc le voilà, puisque ce monsieur, une fois qu'il a eu terminé, donc il a également été se battre aux Pays-Bas à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de 1945, il rejoint donc Marcel Bloch, qui deviendra Marcel Dassault, à la direction de l'usine de Saint-Cloud. Et donc ce monsieur, qui est devenu notre gérant directeur en 1955, est devenu ensuite notre PDG jusqu'en 1986. Donc 1934-1986. Monsieur Vallière. Et il est mort en 1989. Un autre personnage intéressant, Monsieur Xavier Diribarne. Donc lui, il est centralien. Ça donnera des souvenirs à certains d'entre vous, peut-être. Il est rentré en 1936 chez Bloch. Là, on le voit sur l'aile d'un bloc 174. Alors lui, il était plutôt dans l'artillerie, puisqu'en 1940, il s'est battu à la tête d'un escadron de chars. Et démobilisé, donc il est passé à Cannes, au bureau d'études, hein, comme M. Vallière et M. Desplantes. Et également, lui, en octobre 1943, il décide donc de rejoindre les forces françaises libres, mais en Algérie. Donc il va au sud. Et le général Sudre lui confie la logistique de la première division blindée, celle qui va remonter par le sud, hein, le département de Provence, et qui va aller jusqu'au Nid d'Aigle, donc à Berchtesgaden. Voilà, donc c'est un logisticien, quelqu'un de l'organisation, de la production. Après la guerre, donc il va passer assez rapidement à la SN Caso, qui existait toujours, avant de revenir chez Dassault et de s'occuper notamment de toute la production de nos avions jusque dans les années 70. C'est notamment lui qui a fait toute la production des Mirage 3 vendus en France et à l'étranger. Un personnage beaucoup moins connu, que moi-même j'ai découvert, je ne le connaissais pas avant qu'on me l'indique, c'est M. Louis Cortot. Alors Louis Cortot, vous voyez la médaille en bas à droite, il est compagnon de la Libération. Il n'y en a pas beaucoup, hein, les compagnons de la Libération, il y en a 1300, je crois, pas beaucoup plus. Donc il est compagnon de la Libération. En fait, il est rentré très jeune, puisqu'il est rentré à 15 ans dans la Résistance, vous voyez, donc en 41. Il est affilié au Parti communiste et il était ajusteur de formation. Et ce qu'il a fait, beaucoup, malgré son jeune âge, il a participé à beaucoup d'actions de sabotage, et notamment, il a été également, donc il a participé à l'implantation d'un maquis qui se trouvait à Saint-Mamès. Voilà. Et il a fait des attaques de convois allemands en Seine-et-Marne. Après la guerre, il est retourné à la vie civile et il est devenu ajusteur
chez donc Dassault à Saint-Cloud en 1947. Il a fait toute sa carrière comme ajusteur chez nous. Vous voyez, ce monsieur qui était compagnon de la Libération était ajusteur. Paul Desplantes, donc, qui est le frère d'Henri Desplantes, qui lui est rentré chez Bloch en 1932, donc à Boulogne, dans la petite usine de Boulogne. C'est lui qui prend la direction de Bordeaux Aéronautique à Talence, hein, voilà. Il fait donc, comme je l'ai dit, des bombardiers légers, des avions d'observation 174 et 175. Et également, pendant la guerre, il continue à imaginer et à travailler sur un bimoteur de transport, le bloc, l'ONB 1020, qui avait été commencé avant la Seconde Guerre mondiale, dont la construction avait été stoppée, mais ils ont continué à dessiner et à essayer de le faire évoluer pendant la guerre, de manière discrète, évidemment. C'est lui, évidemment, qui a veillé aux intérêts de cet établissement bordelais pendant la guerre. Il a néanmoins été réquisitionné et sous contrainte, obligé de produire des éléments de Focke-Wulf 189 et 190. D'ailleurs, intéressant, on ne voit pas là, mais les premiers bâtis qu'on a utilisés après la Seconde Guerre mondiale, qui étaient des bâtis tubulaires et qu'on pouvait régler, qui étaient flexibles, etc., enfin, qu'on pouvait un peu assembler comme du mécano, étaient des bâtis qui venaient des Allemands. C'était des bâtis qu'avaient imaginé les Allemands. Voilà. Et donc, il y a un petit bureau d'études qui continue à étudier des avions, mais en toute discrétion, au nez et à la barbe des Allemands. Je vais essayer de terminer rapidement avec donc le retour. Alors là, on voit, excusez-moi, on voit. Vous avez à gauche Marcel Bloch, au centre Paul Desplantes et à droite André Curval, donc, qui deviendra le premier directeur de l'usine de Mérignac après la guerre. On est juste après-guerre à Mérignac. Donc le retour à l'aviation. Je vais essayer de faire mâcher le petit film si ça veut. Hop. Donc là, vous allez voir le retour de Marcel Bloch. Si ça veut bien marcher. Ça ne veut pas. C'est pas là, c'est là. Voilà. Donc ça, c'est des images prises au Bourget où on voit donc le retour de déportés. Et on va voir voilà, Marcel Bloch qui descend d'un Junker 52. C'est l'image d'actualité de l'époque. Et vous voyez, il était très connu puisque c'est lui qui est filmé au milieu des groupes de personnes. Et donc Marcel Bloch revient en avril 1945, donc après 8 mois à Buchenwald. Et en 1947, il a une citation à la Croix de guerre avec étoile d'argent, quand même, et il cherche à changer de nom. Parce que vous savez que changer de nom en France, c'est pas facile, hein, ça se fait par étapes. Donc il s'appelait Bloch d'assaut, puis d'assaut. Donc en 1947, il souhaite se faire appeler bloc d'assaut, et donc il monte un dossier, et dans ce dossier, il y a la citation de Croix de guerre avec étoile d'argent qui dit, c'est écrit, hein, je cite, « Bien que placé en résidence forcée », donc on a vu dans les différents endroits où il a été, a fait parvenir à la France libre des renseignements techniques importants. Arrêté par la Gestapo et déporté au camp de Buchenwald, n'a pas accepté, malgré les risques encourus, d'en être libéré pour travailler comme ingénieur dans une usine d'aviation où les Allemands voulaient utiliser sa compétence. Voilà. Et dans son dossier de changement de nom également, on trouve ceci de sa main, c'est lui qui écrit. Après avoir été interné par le gouvernement de Vichy dès octobre 1940, puis placé en résidence forcée à Écully, dans le Rhône, j'ai pu alors profiter de ce qui me restait de liberté pour prendre contact avec les forces françaises libres et leur faire parvenir sur le nom de Marcel Dassault. Alors c'est assez étonnant parce que Dassault, c'est le nom qui vient de son frère, hein, Paul, on va parler après, mais il dit sous le nom de Marcel Dassault, des renseignements concernant d'une part les résultats des bombardements alliés en zone sud et d'autre part les progrès réalisés par la technique aéronautique allemande en France. Quand même pas mal d'informations, je ne sais pas comment il les a eues, mais en tout cas il l'a écrit. C'est à la suite de l'envoi de ces messages et des visites que je recevais à Écully, donc là où il était, pour les établir et les expédier, que les Allemands, en mars 1944, m'arrêtèrent puis me déportèrent quelques mois plus tard à Buchenwald. Et également, Henri Desplantes et Benson Grebelski, dans le même dossier, précisent également. Alors voilà ce que dit Henri Desplantes, je certifie avoir reçu en Angleterre entre 1943 et 1944 des messages de M. Marcel Bloch signé Marcel Dassault, me donnant des renseignements sur les dégâts causés aux installations allemandes par les bombardements alliés dans la région lyonnaise et me tenant au courant des derniers perfectionnements réalisés par la technique aéronautique en France. Alors c'est un peu ce que dit Marcel Dassault de son côté. Et Vallière, c'est quasiment pareil.
ça change un petit peu à la fin, en me faisant parvenir des nouvelles des familles de mes camarades restés dans les Alpes-Maritimes, auxquels il lui arrivait fréquemment de venir en aide. Donc, vous voyez, donc Marcel Bloch, futur Marcel Dassault, bien qu'enfermé, réussissait à faire passer des éléments à la France libre. Je ne sais pas encore comment, et il y a encore des mystères à élucider, vous voyez, dans l'histoire de notre société et de son fondateur. Alors, personnage important, donc c'est son frère aîné, donc Darius Paul Bloch, Darius Paul Dassault, qui est ancien élève de Polytechnique, qui a été commandant d'un groupement de chars pendant la Première Guerre mondiale, qui est devenu sous-chef d'état-major général de l'état-major donc en 1935, qui a commandé donc un corps d'armée en opération pendant la guerre 39-40, donc la bataille de France, qui sous l'occupation a fait de la résistance sous le Front National. Alors le Front National, c'est pas celui qu'on connaît actuellement. Le Front National regroupait des composants, il y avait des communistes, des gens de droite, de gauche, etc. En tout cas, le Front National, et notamment lui qui était absolument pas communiste, a réalisé l'organisation militaire des francs-tireurs partisans, donc communistes, dans la zone sud. Alors c'est peut-être comme ça qu'il a aussi des liens avec Marcel qui était enfermé. Je ne sais pas s'il est arrivé à se voir ou pas, mais voilà. Donc, en tout cas, il a été en zone sud. Il a été nommé gouverneur militaire de Paris dans la clandestinité et à titre provisoire pendant une semaine en août 1944. Et après la guerre, il est devenu grand chancelier de la Libération, de la Légion d'honneur, pas de la Libération, grand chancelier de la Légion d'honneur, et c'est lui qui a remis la Grand Croix de la Légion d'honneur aux deux présidents de la 4e République, Vincent Auriol et René Coty. Et également, il faut savoir que ce monsieur, parce que quand même c'était une tronche, pour être un peu vulgaire comme son frère, il était représentant de l'état-major de l'armée à la commission des études et expériences chimiques, ça c'était avant la Seconde Guerre mondiale. Il a été président du comité de coordination scientifique de défense nationale et après la guerre, il a été commissaire à l'énergie atomique, puis conseiller scientifique pour les questions intéressant la défense nationale. Vous voyez donc les informations sur le nucléaire, on pouvait les avoir aussi à travers lui. Donc là, il y avait un petit film le montrant, je passe si vite. Alors, pour terminer rapidement, donc le bloc après la guerre. Donc, vous voyez, bon, il a eu de la chance, entre guillemets, les usines qu'il avait n'ont pas été trop bombardées et trop abîmées. Donc, pendant tout un temps, entre août 44 et avril 45, on ne sait pas trop si les gens qui sont restés en France et qui administrent sa société, donc ses anciens collaborateurs, ne savent pas trop s'il est vivant. Donc, il y a des assemblées générales qui sont mises en place pour essayer de gérer tout ça. Président directeur général par intérim, je l'ai dit, donc c'est Auguste Le Révérend, donc qui est un collaborateur proche. Et Marcel Dassault revient le 23 avril 1945. Et le jour de son retour, il descend de l'avion, il prend la voiture. Le jour de son retour, le conseil d'administration de sa société le confirme dans ses fonctions de président du conseil d'administration, voilà, qu'il avait exercé jusqu'à sa déportation. Donc, il participe à cette réunion, donc il participe aux réunions de son conseil d'administration, et du 23 avril au 31 décembre 1945, il y a 9 conseils d'administration et 4 assemblées générales qui se tiennent. Vous voyez, il reprend tout de suite ses activités aéronautiques. Alors, Marcel Dassault était né en 1892, et en 1945, ceux qui calculent vite, il a 53 ans. Il a 53 ans, il a un grand passé d'industriel aéronautique, il a connu Buchenwald, il pourrait se dire voilà, moi je vais me détendre, je vais passer une retraite paisible. Ben, Marcel Bloch, c'est pas ça du tout. Il décide de refaire de l'aviation et vous savez vous connaissez la suite, en fait, sa carrière commence quasiment, on va dire, en grossissant le trait à ce moment-là, et donc il devient Marcel Dassault. Il faut quand même signaler que le 1er juillet 1946, pour la première fois, la présence on note la présence de Serge Bloch, donc Serge Dassault, qui a 21 ans depuis le 4 avril. Et à partir de cette date, il est membre du conseil d'administration de toutes les sociétés appartenant au groupe familial. Donc effectivement, on entend souvent dire que Serge était mis un peu de côté, n'empêche qu'il avait une présence dans tous les conseils d'administration des sociétés créées par son père. Alors, qu'est-ce qui se passe lors des conseils d'administration du 23 septembre 1946 et du 20 janvier 1947? Les sociétés Bloch changent de nom et deviennent Dassault. Alors, il faut savoir que Marcel Dassault, lui, a changé de nom en 1949. Donc, Bloch Dassault, 47, Dassault 49, mais que ces sociétés ont changé de nom dès 1947.
Ce qui était bloc devient Dassault, les sociétés ou les usines qui étaient bloc deviennent Dassault dès 1947. Et justement, les usines deviennent des sociétés. Donc, au lieu d'avoir des usines, ben, Talence devient Talence Avion Marcel Dassault. C'est une société. Boulogne devient Boulogne Avion Marcel Dassault. Saint-Cloud devient Saint-Cloud Avion Marcel Dassault. En fait, c'est 3 sociétés. Voilà, pour la réalisation de prototypes. À Talence, ben, je vous ai parlé du MB 1020, là, le bimoteur de transport. Vous voyez la maquette. Les Allemands ont quitté Bordeaux le 28 août 1944. La SN Caso récupère toutes les machines-outils donc, dans les décombres de l'aéroport, puisque l'aéroport avait quand même été bombardé. Mais c'est les Anglais qui se les arrogent. Dès son retour, Marcel Dassault fait appel au groupe qui est à Talence pour relancer ses activités aéronautiques. En juin 1945, l'armée de l'air lance un appel d'offres pour un avion de liaison. Et donc Marcel propose le projet BA30 qui deviendra le MB 303 que vous voyez, donc l'ancêtre, on va dire, le premier prototype du Flamand, donc MB 311, 312 et 315 Flamand, qui seront les premiers avions d'après-guerre à porter le nom de Dassault. Et également, donc voilà ce que dit Paul Desplantes dans une lettre du 3 mai 86 à Serge Dassault, donc à la mort de Marcel. Étant optimiste à l'issue de la guerre, M. Dassault me confia à M. Vinsonneau et à moi-même l'étude d'un avion commercial destiné à Air France, le 1020. Je continuais à assurer la liaison entre eux et M. Dassault. La réalisation de la construction fut réalisée aux 3/4 à Talence. Et en 1944, M. Curval en arrêta la fabrication. Donc, c'est pour ça que le 1020 n'avait pas été beaucoup plus loin. À Saint-Cloud, eh ben, vous voyez, c'est une photo juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, sur la façade, il y a toujours marqué avion Marcel Bloch. Ça va changer de nom assez rapidement. Les Allemands donc, avaient voulu faire fabriquer, comme j'ai dit, des hélices. Hein, mais bon, l'usine n'a pas été pillée. Par contre, même, les Allemands avaient amélioré le parc de machines-outils. Donc, pour reprendre après la guerre, donc, on avait des machines-outils qui étaient assez performantes. Et donc, après la guerre, on peut également faire des hélices, mais également des moteurs étrangers essentiellement, puisque les moteurs français n'ont pas encore repris, des moteurs de Armstrong Siddeley, de Continental et de De Havilland. Et également, on fabrique des hélices qui s'appellent les Dassault 304 pour le Flamand. Et enfin, pour terminer, donc 2 mois après son retour de déportation, Marcel Bloch reçoit une lettre du ministère des Anciens Combattants et des Déportés qui demande de venir récupérer ses effets personnels qu'ils avaient laissés à Buchenwald. En fait, les Allemands lui avaient pris, ils ne les avaient pas laissés, les Allemands lui avaient pris toutes ses affaires, mais ils les avaient gardées, visiblement. Et voilà ce qu'il dit lui-même dans, je pense que c'est dans le Talisman. En arrivant à Buchenwald, naturellement, on vous prend tout ce que vous avez, aussi bien les vêtements que les montres, les portefeuilles, etc. Et puis là, une fois rentré à Paris, 2 mois après, je reçois une lettre du ministère des Déportés me disant venez à tel endroit chercher les papiers vous concernant. Alors j'y suis allé, ils m'ont rendu ma montre, mon portefeuille, et dans mon portefeuille, il y avait le trèfle à 4 feuilles qu'il avait cueilli donc en 1939 et qu'il avait mis dans son portefeuille. C'est extraordinaire qu'un trèfle à 4 feuilles fasse le voyage, et puis cela prouve aussi que les Allemands avaient beaucoup d'ordre. Il y avait de l'humour, notre ami Marcel. Et dans les notes, donc préparant son autobiographie, le Talisman, voilà ce qu'il écrit. Je ne crois pas au talisman, mais je crois à la providence, avec un grand P. J'estime que retrouver un trèfle à 4 feuilles au retour de Buchenwald, c'est tout au moins un signe bienveillant de la providence, toujours avec un P majuscule. Peut-être là, mon trèfle mérite-t-il effectivement le qualificatif de talisman. Et donc, c'est pour cela qu'on retrouve actuellement dans notre logo un trèfle à 4 feuilles. Voilà. Merci.